fond de la jungle, la réserve de Manu n'est accessible qu'en pirogue. Une station de recherche écologique, CREETS, y recense la diversité des espèces animales en milieu tropical humide. La station héberge des biologistes qui approfondissent leurs études de terrain. Le milieu qu'étudie la néerlandaise Stephanie Gott est celui de la forêt régénérée, celle qui a été abîmée par l'homme, puis retournée à l'état de jungle. Alors Stéphanie, qu'est-ce qui nous montre que c'est une jeune forêt, une forêt tout juste régénérée? C'est une bonne question. Ici, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de petits arbres, il y a beaucoup de lumière et ils sont donc à même de trouver de la place pour grandir. Comme vous le voyez ici, il y a beaucoup de ces petits végétaux, beaucoup de petites pousses du sous-étage, différentes herbes. Et il est clair que l'on se trouve dans une forêt qui grandit depuis 30 ans, 40 ans maximum. Donc ce qu'on voit là n'est pas représentatif de ce que pourrait être une vraie forêt primaire. Non, si vous êtes dans une vraie forêt primaire, vous avez des arbres beaucoup plus gros. Il fait aussi beaucoup plus sombre. Il y a moins de végétation de sous-étage, moins de ces espèces grimpantes. C'est quoi ces petites fleurs là? C'est étrange de voir ça ici. On les appelle les lèvres de la fiancée. Ah oui. Tu peux voir pourquoi. Et c'est aussi une plante associée à ce premier stade de régénération de la forêt. Quand tu vois ces plantes, c'est qu'il y a beaucoup de lumière. Elles sont ce qu'on appelle des espèces pionnières. Donc, voici un exemple d'un des plus gros arbres restants. Là, nous sommes dans une forêt où il y a eu une exploitation sélective. Ils ont abattu les plus gros arbres pour les utiliser, mais n'ont pas trop dérangé le sol et la forêt n'a pas été rasée. Donc cet arbre, il a quoi? Une centaine d'années? Oui, sûrement une centaine d'années. Donc plus vieux que ceux que nous avons vus avant. Ces arbres sont cruciaux pour l'écosystème de la forêt. Ils participent à un réseau souterrain avec leurs racines et les champignons. Et ils créent ce microclimat sous lequel les plantes peuvent grandir, se développer et créer plus de diversité. Pourquoi est-ce que les scientifiques disent désormais que les arbres se parlent, communiquent? Ça veut dire quoi, se parler? C'est un joli terme que de dire « parler ». Mais je le vois plutôt comme une conscience de leur environnement proche auquel ils peuvent envoyer des signaux par le sol. Car sous le sol, les racines, en fait là où nous sommes, il y a des milliers de petites racines connectées entre elles. Dans un sens, elles communiquent. Les racines sont liées, c'est-à-dire qu'elles se touchent, elles se mélangent en fait. Comment ça fonctionne? Il y a les racines des arbres et puis il y a ces champignons appelés mycorrhizas qui étendent, prolongent les racines à travers toutes les couches du sol. Et ce sont eux qui interagissent par des éléments chimiques qui se mélangent. C'est ce que les scientifiques appellent le réseau Internet de la forêt. Une des meilleures manières de mesurer la vitalité d'une forêt renaissante, c'est d'y dénombrer la variété des espèces qui l'habitent. De jour, mais surtout de nuit, lorsque l'activité animale atteint son paroxysme. Le domaine de spécialité de Stéphanie, ce sont les batraciens et les insectes. Elle a appris à les repérer en pleine nuit grâce aux minuscules reflets fluorescents de leur regard, lorsqu'il croise le faisceau de sa lampe de poche. Grâce à son œil aguerri, j'apprends à détecter parmi les feuillages des minuscules brillants nyctalopes, comme des milliers d'étoiles qui perceraient la noirceur insondable de la jungle. Je vais voir si je peux l'attraper. Et là, il fait semblant d'être mort. C'est une technique d'évasion. Oui. Ces scarabées sont importants car ils sont de bons indicateurs de la santé de la forêt. Cette espèce participe beaucoup à la décomposition des matières et apporte des nutriments dans les sols. Donc là, c'est très bien de l'observer car cela nous montre que la forêt se porte bien.